ce débat, ces échanges vont se dérouler ainsi. On va faire dans un premier temps un constat de la démocratie. Est-ce que cette démocratie actuelle est satisfaisante, pas satisfaisante, en quoi et puis, il y aura ici ensuite quelques témoignages qui ont été euh, enregistrés dans la rue sur le fonctionnement du canton du Jura, notamment, et puis aussi avec des réflexions sur la démocratie. Et puis ensuite, on s'est d'envisager un peu l'avenir de la démocratie, comment la revivifier, comment l'adapter aussi aux nouvelles conditions du débat des exigences de décision aujourd'hui, et notamment le fait qu'il y a des nouveautés dans le débat comme les réseaux sociaux, qu'il y a aussi des nouveaux outils démocratiques à mettre en place. Il y a aussi des exigences de davantage de transparence de la part du public, de la part des citoyennes et citoyens. Et donc, c'est d'envisager quels instruments pour le futur, pour le canton du Jura, mais aussi peut-être pour l'ensemble de la Confédération, des instruments qui peuvent être mis en place pour améliorer la participation, pour apporter plus de satisfaction aux citoyennes et citoyens. Et je commencerai aussi quand même par un petit juste pour ma part un petit constat. D'abord, une déclaration d'Alain Berset qui vient d'être élu secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui est l'organisme qui s'occupe des droits de l'homme et notamment des droits démocratiques en Europe, et qui dit nous assistons à une forme d'atomisation de la société où certains s'enferment dans des bulles, sans contact ou espace de débat, ce qui est très mauvais pour la démocratie. Nous constatons une érosion démocratique dans le monde depuis des années. Et puis, un autre constat qui a été fait par Profuturis, qui est un organisme de réflexion sur l'avenir de la démocratie, et qui dit que, d'après un sondage, près de la moitié de la population suisse serait insatisfaite de la démocratie, impossibilité de trouver des majorités pour des compromis, morcellement de la société, on y revient avec ce que disait Alain Berset. Il y a aussi beaucoup de pessimisme, de crainte pour l'avenir, pourtant ça c'est pour l'aspect plutôt négatif, aussi la difficulté, on est deux maires de communes ici, difficulté aussi de l'engagement citoyen dans les communes, en tout cas que mon collègue des Jeunes V pourra disons, donner aussi son avis sur ce sujet, mais on voit la difficulté aussi d'avoir une démocratie locale qui fonctionne. Ensuite, d'un autre côté, on voit que les Suisses sont très attachés à la démocratie directe, et puis sur les 10 dernières votations fédérales qu'il y a eu, il n'y a eu que 2 ou 3 qui ont été en dessous de 50%. Je rappelle des chiffres comme 58% de participation pour la 13e rente ABS, 65% pour les soins infirmiers, même dans les votations dans les élections cantonales et fédérales, bon, c'est vrai qu'on est en dessous des 50% désormais. Le canton du Jura, à sa naissance, avait des taux qui étaient autour de 70% de participation pour les élections. Aujourd'hui, et là, nous sommes à 46-47%. Et donc, voilà, c'est ce verre à moitié vide ou à moitié plein, selon ce que l'on voit, sur lequel nous aurons à discuter et de voir aussi si la qualité des débats aujourd'hui correspond. Il y avait un éditorial cette semaine dans le journal Le Temps qui dit que les débats télévisés, par exemple, ne servent plus à rien en relation avec ce que l'on a vu aux États-Unis ou ce qu'on a vu en France récemment et encore en Grande-Bretagne aussi où il y a des élections. Voilà un peu sur ce constat. Est-ce que Noémie, vous voulez peut-être donner votre point de vue et nous faire part de votre constat? Merci. Oui. Alors, d'un côté, je suis pas très optimiste, et d'un côté, je suis optimiste. Je vais peut-être commencer par le côté un peu plus pessimiste. Je vous rejoins sur plusieurs points.
peut-être je commence à l'international pour aller jusqu'au local. Au niveau international, il y a des grosses pressions qui s'opèrent sur les systèmes démocratiques tels qu'on les connaît. Il y a beaucoup gros pouvoir d'autocratie, grosse pression de standardisation. Et puis au niveau intérieur, on constate quand même une certaine polarisation de la société et des avis. J'ai récemment découvert une étude aussi, grâce à Profutourisme, sur la polarisation affective. Ça, c'est la tendance qu'on a de développer des sentiments négatifs à l'égard d'autrui, même quand on les connaît pas, en se basant sur leurs opinions politiques. Et apparemment, la Suisse est deuxième mondiale en ce qui concerne le niveau de polarisation affective qu'on a. Ça veut dire qu'on parle plus avec des gens qui ont des opinions qui sont différentes des nôtres. On s'éloigne, on parle pas, même pas forcément avec les voisins s'ils ont des opinions différentes. On l'a vu, ça c'est un petit peu, on l'a beaucoup remarqué pendant la pandémie, par exemple. Et puis ça, c'est des tendances qui, moi, me chagrinent et puis qui, moi, me rendent un peu pas très optimiste. Le côté optimiste, c'est que on est un pays qui a une tradition très longue dans les pratiques citoyennes et les pratiques démocratiques. On a un système de démocratie semi-directe qui fonctionne bien. Les gens sont informés, votent. Le taux de participation, pour moi, c'est même pas un indicateur tellement important pour savoir à quel point la démocratie est vivante. Le fait qu'on s'abstienne, c'est peut-être même une preuve qu'on a confiance dans les décisions qui sont prises. Peut-être, non mais peut-être. Enfin, c'est pas forcément négatif de pas s'exprimer, parce qu'on entend souvent la participation est catastrophique. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre démocratie? Quand on a des instruments qu'on peut activer, comme prendre part à des procédures de consultation, comme prendre part à des votations, comme lancer une initiative populaire fédérale, ou populaire cantonale ou communale, comme nous on l'a fait. Les instruments sont là, donc on peut faire quelque chose. Maintenant, et l'autre revers de la médaille, après je passerai la parole pour pas trop m'étendre, mais on a aussi un système de milices, et puis outre l'initiative Service citoyen, je suis directrice de l'association pour la promotion de l'engagement de milices. Ça, c'est tout l'engagement des citoyens et des citoyennes dans les tâches d'intérêt public, qui a quand même fait ses preuves depuis des années. Alors, il s'essouffle, mais on peut se baser sur ce système pour réinventer la participation de demain. Et donc, on a toutes les chances pour amener notre démocratie et notre participation citoyenne dans le futur. Merci. Anaëlle, est-ce que tu partages le même sentiment comme maire des Jeunes V, mais aussi comme responsable politique, puisque tu étais président des jeunes libéraux radicaux du canton? Est-ce que ce constat tu partages? Alors, je sais pas, est-ce que ça fonctionne? Oui. De manière générale, je dirais que l'engagement citoyen, mais qui soit, là, on sort peut-être un peu de la politique, mais plutôt de manière sociétale, l'engagement des gens, hein, moi qui fais aussi partie de 2 sociétés de fanfare, on le voit, ça devient compliqué d'avoir des gens ne serait-ce que motivés pour travailler à la fête du village ou aller jouer n'importe où. Donc évidemment, si sur les sociétés de loisirs, ça a un impact, à mon sens, ça en a aussi et peut-être encore plus vis-à-vis des autorités politiques. Maintenant, au niveau de la mairie pure, moi, je vais rester qu'au niveau local, hein. Je ne suis pas un expert des questions internationales comme les 2 personnes qui sont présentes. Au niveau local, ce que je constate, c'est effectivement une diminution des fréquentations. Alors, des fois, on entend la phrase qui ne dit rien consent. Si personne ne vient aux assemblées, c'est que vous faites finalement peut-être pas du si mauvais boulot que ça. Mais c'est vrai que ça a été compliqué. Moi qui ai été élu tacitement comme l'ensemble du conseil communal des Jeunes V, mais finalement comme beaucoup de communes du canton du Jura, c'est que il y a peu de monde qui est motivé à aller finalement passer ses soirées pour un, je vais pas dire un salaire de misère, mais disons pour peu de rétribution, des fois beaucoup de colère, se retrouver en face de citoyens qui comprennent pas forcément nos décisions et puis qu'il faut expliquer qu'il faut prendre le temps ou des soirées à rallonge, des semaines où on rentre pas à la maison avant 22h30 le soir pour différentes séances avec des complexifications juridiques. Et justement, en parlant de complexification juridique, moi qui suis un juriste, donc c'est un peu c'est mon travail, mais il faut quand même admettre
que la complexification générale du juridisme au niveau communal, hein, mais de manière générale dans la société, où il faut faire attention, le vice de procédure, est-ce qu'on a fait juste, etc. C'est vrai qu'au niveau des communes, ça devient compliqué parce que, comme ça a été dit avant, les communes, on n'est finalement que des miliciens. Et quand on se retrouve en phase de procédures comme la planification du territoire ou des procédures judiciaires de voisinage, de construction, enfin qu'importe, pour des miliciens, ça devient très compliqué aussi pour les administrations communales. Donc c'est vrai que ça encourage pas forcément à s'engager. Et ensuite, moi, un autre constat que j'ai, mais peut-être que d'autres ne partageront pas cet avis, c'est que quand j'entends mes grands-parents, moi qui ai 23 ans, donc ça fait disons 60 ans en arrière, me parler des maires de l'époque, alors peut-être que tu as connu ça, qui avaient un pouvoir bien plus étendu que nous actuellement. C'est vrai que c'est difficile des fois d'expliquer aux gens, de dire, bah voilà, la procédure d'aménagement du territoire, c'est une procédure qui est de compétence communale, hein, l'aménagement local. Et puis finalement, on va vers les citoyens, et puis on leur dit, bon bah voilà, le canton qui est autorité d'approbation, tout à la fin, bah, ils sont pas d'accord avec ce qu'on vous propose. Tout le monde est d'accord, hein, le conseil, les citoyens, les opposants, les voisins, les propriétaires, tout le monde est d'accord. Mais voilà, l'autorité d'approbation qu'est le canton, elle n'est pas d'accord. Et puis, bah, c'est vrai que c'est difficile de l'expliquer aux citoyens quand les citoyens se retrouvent face à ce genre de situation où finalement le maire il leur dit ouais mais moi je peux rien y faire, c'est le canton qui décide. Bah les gens se disent bah alors ça sert plus à rien qu'on vienne et puis effectivement bah on les voit plus. Ouais, vous m'entendez? Super, merci. Ben moi, je partage beaucoup de des observations qui ont été faites jusqu'à présent. Et ça, c'est peut-être la politologue qui est obligée de poser la question. C'est un peu démocratie. Qu'est-ce qu'on entend par démocratie, en fait? Est-ce que c'est les institutions? Parce que finalement, et a fortiori, si on se compare à l'international, et Noémie l'a mentionné, les trends actuels, ce que ce soit en France, en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, cette année de super élections, en Inde aussi, c'est vrai que c'est assez effrayant ce qui se passe à côté. Cela dit, alors, et bien sûr, du coup, en Suisse, finalement, ça fonctionne pas si mal. Les institutions, en tout cas, fonctionnent pas si mal. Les possibilités de participer existent. Donc, si on s'arrête à ça, bon, voilà, la discussion est un peu, enfin, pour moi, est terminée. Voilà, les institutions sont là, elles fonctionnent encore. Par rapport à l'étranger, on a une démocratie vivante, parce que c'est aussi ça qui est important, c'est que c'est quelque chose de vivant. Mais on ne peut pas s'arrêter là, en fait. Qu'il y ait les institutions, qu'il y ait les normes, qu'il y ait les cadres institutionnels présents pour la participation, c'est une chose. Maintenant, ce que on peut peut-être remarquer, et moi je travaille avec beaucoup de bénévoles au sein de mon association, c'est cet engagement. Est-ce que les gens, que ce soit n'importe qui, des jeunes, des plus âgés, des personnes minorisées, pour n'importe quel sujet, est-ce qu'ils vont encore avoir confiance en ces institutions? Est-ce qu'ils vont trouver que ces institutions, c'est les bons outils pour arriver à défendre les intérêts qu'ils veulent défendre, que ce soit le climat, que ce soit le droit de vote des étrangers, par exemple, que ce soit gagner des libertés, que ce soit des libertés individuelles? Est-ce qu'ils ont encore cette confiance dans les institutions? Est-ce qu'ils s'emparent encore de tous les outils qui sont à disposition pour le faire? Et c'est peut-être aussi là, à ce niveau-là, où là, je suis un peu peut-être aussi pessimiste, où je m'interroge beaucoup, en tout cas. Et je le vois aussi dans toutes mes expériences, et là, je rejoins complètement Anaëlle Lovy, cet engagement qui fait la base de notre société en Suisse, ce milieu associatif qui est très fort et sur lequel on a beaucoup compté et on doit continuer à beaucoup compter, qui fait partie pour moi de la démocratie, de la vie démocratique d'un pays, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut s'engager. C'est pas forcément en étant juste élu ou en votant. Ça, c'est peut-être un minima. Si on se déplace, on va voter. C'est vraiment un minima utiliser cette belle démocratie qui est à notre disposition. Mais on voit aussi que voilà, l'engagement bénévole a beaucoup évolué. Il y a eu le Covid, ça c'est évident. Il y a eu beaucoup d'évolutions depuis le Covid. Là, je pense qu'on peut pas encore tout à fait tirer toutes les conséquences que le Covid a pu avoir sur cet engagement citoyen au niveau suisse. Ce que moi je remarque, c'est beaucoup que voilà,
on va pas s'engager sur le long terme comme on a pu le faire par le passé. Et ça concerne des think tanks comme nous, où c'est plutôt des jeunes universitaires qui vont s'engager parce qu'ils ont vraiment quelque chose à dire, quelque chose à défendre. Et nous, on offre cette plateforme pour arriver vers les décideurs politiques. C'est aussi partie de cet ensemble démocratique. Mais c'est aussi, voilà, les sociétés sportives, les fanfares, tout ce qui fait que la vie fonctionne, que ce soit en Suisse, dans le Jura, aux Franches-Montagnes, à Moutier, partout. Et puis là, il y a un peu moins. Là, on sent un peu moins peut-être cet engagement fort, intense, sur le long terme, cette peut-être identification à un groupe qu'on veut défendre, qu'on veut soutenir. Par contre, on voit plus de mobilisation ponctuelle. C'est vrai que les gens ont un rapport peut-être différent avec leur propre temps depuis la pandémie. Quand tout d'un coup on était tous à la maison, on n'avait plus à courir partout et on a redécouvert qu'on avait beaucoup de temps peut-être et que ça nous est très cher. Enfin, tout le monde, le temps nous est très cher et qu'on veut le distiller peut-être un peu différemment. Donc, si on se compare finalement à l'international, la démocratie suisse fonctionne plutôt bien. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux, qu'on ne peut pas trouver d'autres manières de rendre les choses peut-être plus participatives, d'offrir peut-être des nouveaux outils, on le verra, ou d'essayer de se réapproprier les outils qui existent à la population pour que chacune et chacun se sente citoyen, parce que c'est ça aussi, et puisse vivre complètement cette chose vivante dont on doit prendre soin, parce qu'on voit vraiment, et ça c'est les exemples internationaux, à quel point, et c'est pareil pour les libertés, c'est très facile de les perdre, c'est très difficile de les retrouver par la suite, et ça prend du temps. Et puis peut-être une dernière chose, il y a aussi tout l'aspect financier peut-être aussi, et ça, il y a l'engagement bénévole, c'est une autre chose. Maintenant, est-ce que, quand on le voit aussi en Suisse, que des initiatives sont lancées du jour au lendemain parce qu'il y a énormément d'argent derrière, qu'on a réussi à récolter des signatures et qu'on arrive à occuper le terrain, occuper le narratif, alors que d'autres arrivent juste pas, c'est aussi une question financière. Il y a aussi cette question-là actuellement. Et là, Noémie pourra en dire beaucoup plus sur ce sujet. Merci Marie. Andreas, dans le fond, tu as participé à plusieurs, échanges au niveau international sur la démocratie suisse qui nous est enviée un peu partout. Enfin, en France récemment, tout le monde voulait remettre le référendum, un peu de démocratie plus directe en France, qui est culturellement déjà un problème, mais et dans le fond, de quoi se plaignent les Suisses? Parce que, évidemment, on a une démocratie modèle, on essaie de le dire depuis un célèbre livre des années 20. Et puis, aujourd'hui, on voit que dans cette étude ici sur la démocratie suisse est-elle prête pour l'avenir, cette étude de Profuturis, les Suisses, dans leur majorité, disent mais on n'a pas confiance dans les politiques pour résoudre les problèmes. Aujourd'hui, les politiques sont incapables de résoudre les problèmes. Et donc, est-ce que c'est pas aussi là un constat beaucoup plus inquiétant? Non, parce que ça c'est une attitude démocratique saine si on n'a pas confiance dans les politiciens. Parce que on est en ouais, ça fait rien. On est payé pour être emmerdé. Et ça, c'est une ancienne citation d'un ministre zurichois. Non, c'est normal. Ça, c'est l'expression d'une certaine une fierté citoyenne. La confiance envers les institutions, ça c'est une autre chose. Dans la régularité et dans la justesse des procédures. Là, il faut faire confiance. Mais dans les hommes ou dans les femmes politiciens, pas du tout. C'est la raison pourquoi nous avons conquéri nos droits, parce que nous dépendons beaucoup moins de ces institutions et de ces politiques qu'en France. Vous voyez, si on fait un dessin, moi je trouve, chez les étudiants, il faut faire un dessin. En France, la hiérarchie est appliquée comme ça.
En allemand, comme ça. Mais chez nous, c'est comme ça. Et ça, c'est sain. Et ça, c'est bien. Et ça, les gens sont conscients. Et ça fait que la crise de la démocratie existe aussi chez nous. Je vais revenir à cela, mais c'est beaucoup moins grande que dans des démocraties où la démocratie se réduit aux élections et au choix très limité envers une offre très limitée. Et entre-temps, on n'a rien à dire. Et c'est par des gens qui pensent qu'ils sont beaucoup plus capables à aussi co-gester leur propre vie et influencer, parce que la différence objective entre les qualités des politiques et des citoyens diminue. Ça, c'est une chance, c'est pas triste, c'est une chance. Et bien, ça se voit parce que les gens, ils pensent qu'ils pourraient faire mieux. Et à cause de cela, ils perdent un peu la confiance envers les politiques. Mais je voulais d'abord encore dire le mot ou l'expression, la crise de la démocratie, a le même âge que la démocratie soi-même. Depuis qu'il a commencé avec la démocratie, on a toujours pensé qu'elle est en crise. Parce que la démocratie, en fait, c'est un ensemble des institutions, des valeurs, des procédures, des attitudes qui créent une utopie. Et la seule raison raisonnable, c'est qu'il faut s'approcher envers cette utopie tout en savant qu'on ne va jamais acquérir. Alors il reste toujours une différence entre celui comment il devrait être et comment il est. Et l'histoire de la démocratisation, c'est de s'approcher à cette utopie tout en savant qu'on ne va jamais la toucher. Mais aujourd'hui, il y a plus de la crise de la démocratie, ça c'est vrai. Il y a une régression de la démocratie, une érosion. Et là, c'est tout à fait le clé. La raison de cela, c'est que l'État-nation n'est plus l'identité autonome qui gère la société. L'État-nation est aujourd'hui déjà un objet, et plus le sujet. Et la démocratie est limitée à l'État-nation et pas au-delà. Et ça crée une perte de pouvoir de la démocratie. C'est-à-dire, la démocratie n'a plus le pouvoir à vraiment, par exemple, influencer la structure et la vie de l'économie. Et l'économie fait ça avec l'État ou avec les citoyens, et plus les citoyens avec l'État. Et ça, naturellement pas clairement comme ça, mais les effets de cette perte de pouvoir sont sensibles pour beaucoup des êtres humains. Et ça, c'est aussi parce que à l'époque, les capitaines des économies, ils ont aussi toujours s'engagé dans la politique, comme maire ou comme ministre ou comme parlementaire national, même quand c'est fait. Aujourd'hui, ils renoncent. Pourquoi faire ça? C'est plus nécessaire. Ils peuvent faire sans ça. Est-ce que c'est une erreur? C'est d'autres choses. Et la troisième chose, je suis convaincu qu'il y a énormément de propositions qu'on pourrait réaliser pour renverser cette érosion, pour retrouver la progression pour la démocratie. Et ça, il doit faire. Parce que s'il n'y a pas un sentiment de progrès, on a un sentiment de déception et de perte. Et ça, il faut renverser. Et je crois que chacun de nous peut développer énormément de propositions comment on pourrait renverser cette tendance qui subjectivement est aussi visible en Suisse, mais qui est objectivement beaucoup moins grave en Suisse, mais qui est aussi nécessaire en Suisse et même aussi dans le canton de Jura. Moi, j'ai des dizaines de propositions pour améliorer la démocratie dans le Jura. Non. Ok. Noémie, tu veux répondre à ça ou compléter certaines des interventions d'Andreas et des autres intervenants? Répondre pas, mais compléter avec plaisir, Oui. ou rebondir. Il y a un terme qui est revenu plusieurs fois qui me tient très à cœur, c'est le mot de la confiance. Il y a la confiance dans les institutions, mais il y a la confiance dans nos politiciens, mais il y a aussi la confiance entre nous. Et puis,
c'est un peu une érosion de la confiance quand on n'est plus en contact avec les gens, quand on s'engage plus avec les gens, quand on va plus à la fanfare du coin, quand on s'engage plus au niveau communal en politique, quand on va plus à l'armée, quand on va plus au service civil, euh, quand, quand on s'engage plus dans le think tank, on perd cette interaction avec les gens qui créent en fait cette confiance. Parce que même si on n'est pas du même avis au niveau fondamental, euh, quand on discute avec les gens, au final, on se rend compte que c'est un être humain comme nous, et puis on se rend compte qu'on n'a pas tant de différences que ça. Et quand on a plus ces contacts-là, ou quand on a moins ces contacts-là, et puis on va peut-être parler, on parlera réseaux sociaux, on parlera digitalisation, on parlera, c'est tout il y a moins d'endroits physiques où on se rencontre, dans lesquels on peut collaborer, coopérer, et puis discuter ensemble pour créer cette confiance qui est nécessaire à la participation. Ou en fait, cette initiative citoyenne qui, en 2 mots, souhaite que chaque habitant, pas seulement citoyenne ou citoyen, mais chaque habitant de ce pays consacre un peu de son temps à la collectivité ou à l'environnement ou à d'autres. Alors, si on en est déjà aux solutions, parce que je croyais qu'on Non, en était encore au constat. C'était simplement Oui. pour préciser ta position. Oui, alors le service citoyen, l'idée c'est de c'est de revitaliser ce système de milice qu'on connaît, où chacun et chacune s'engage, collabore autour d'une mission entre guillemets. La mission de l'armée en tant que chauffeur poids lourd, c'est de conduire des biens à gauche à droite. La mission d'un pompier volontaire, c'est d'aller aider en cas de catastrophe ou en cas d'inondation dans un. L'idée du service citoyen, c'est de revitaliser cet engagement de milice, cet esprit de milice, et de donner un espace aux jeunes, à tous les jeunes, femmes, hommes, pas que les jeunes hommes suisses dans l'armée, femmes, hommes, pour, pendant un certain nombre de mois, s'engager ensemble autour d'une mission. C'est un peu le prolongement de la formation de chacun et de chacune, une formation citoyenne. En fait, c'est redonner ce lieu physique dont tu parlais, dont tu disais qui nous fait défaut. Et dans le fond, on a des débats qui passent de plus en plus par des réseaux sociaux, ou ce dont nous avons tous subi et souffert, qui étaient les visioconférences durant le Covid. Oui, alors c'est pas ça. Le service citoyen n'a pas commencé avec le Covid ou n'a pas commencé à cause de la digitalisation, mais on remarque des trends, enfin des évolutions depuis des années de l'affaiblissement de l'engagement de milice. Enfin, j'ai quelques chiffres assez intéressants. Vous avez été élu tacitement, c'est le cas de un élu communal sur 5, et un élu communal sur 20 est élu alors qu'il a même pas porté candidat à une élection. C'est pas une rareté. C'est tout des signes où l'armée en est un autre. En 1980, il y avait 800 000 hommes dans l'armée. Aujourd'hui, c'est 100 000, 140 000 de manière effective. Alors, à l'époque, on n'avait pas les femmes dans l'armée non plus. Ça touchait 50% de la population. Mais c'est pour dire, c'est toujours ces engagements communs, ces espaces d'engagement commun sont partagés par de moins en moins de personnes. Merci. L'autre chose qui était ressortie de la discussion, c'était l'impuissance en quelque sorte devant lesquelles se trouvent non seulement les autorités, mais aussi les citoyens, disons, à faire bouger les choses. Et alors, c'est je dirais, un aspect compliqué parce que, comme je le disais avant, avec le juridisme de plus en plus complexe dans lequel on va appeler toujours au niveau local, les communes se trouvent, ça devient compliqué de tout mettre ensemble pour que le tout colle. Aller regarder dans 30 lois différentes pour un seul projet, ça devient compliqué. Le faire comprendre à la population que voilà, le conseil, il a fait tout ce qu'il a pu, mais c'est pas lui qui décide. C'est aussi frustrant. Mais je vais rejoindre Andreas là-dessus. Je pense que le système suisse, effectivement, à tous les échelons, national, cantonal et fédéral, est profondément anti-fragile. Autrement dit, les citoyens, comme c'est eux qui décident, puis c'est eux qui imposent l'agenda politique par les votes référendaires ou d'initiatives populaires, fondamentalement, la Suisse, alors, on s'entend, puisque le Parlement adopte son propre agenda, l'agenda des gens, mais de manière générale, en tout cas au niveau local, ce que je constate moi, c'est que même s'il y a un engagement moindre, alors je sais pas si tu constates aussi ça, mais les gens viennent encore nous trouver pour nous dire mais qu'est-ce que vous faites avec ce terrain, pourquoi le gazon il est pas tondu devant ma maison, enfin devant ma maison
sur l'espace communal, mais devant chez soi, etc. Donc, on a encore ces interactions avec les citoyens qu'il faut absolument, à mon sens, garder, hein, même si, comme le disait Andreas, on est payé pour être emmerdé. Effectivement, pour moi, c'est hyper important parce que ça permet de se rendre compte d'une certaine réalité que des fois, on n'arrive plus totalement à se rendre compte quand on est dans les affaires. Quand on est dans nos dossiers, puis qu'on en a 15 en même temps, l'aménagement du territoire, des permis de construire, enfin, la pléthore, les finances, les comptes, le budget, tout ça. C'est vrai qu'au bout d'un moment, de se faire rappeler à la réalité par le citoyen, puis nous dire, attends, t'as oublié ça, puis ça a un vrai impact sur nos vies, c'est extrêmement important à mon sens. Et même plus que ça, ce que je constate, c'est que les gens, à l'échelle, c'est qu'ils sont beaucoup plus intéressés par ce qu'il se passe tout près de chez eux, c'est-à-dire dans notre commune, que par exemple des décisions qui seraient prises de manière plus générale. Typiquement, les gens m'interpellent plus sur l'état des finances communales que des finances cantonales. Je dirais c'est logique si je suis maire, mais j'ai l'impression que les gens sont plus touchés par ce qui les concerne directement au petit niveau que par ce qui est plus général. Ou ce qui les concerne directement, comme on l'a vu sur l'AVS, sur les primes d'assurance maladie. Marie, tu voulais intervenir. Là, vous m'entendez. Pour rebondir sur deux choses, on a un peu effleuré cette question de la numérisation. Et on pourra en parler, sans parler de l'intelligence artificielle pour demain. Peut-être déjà la numérisation aujourd'hui. C'est pas que des côtés négatifs. Un Zoom, oui, si on en fait 10 par jour et qu'on voit plus personne et qu'on reste chez soi toute la journée et que ça c'est notre quotidien, non, ça c'est tout à fait excessif. Cela dit, et nous au Foras on l'a vécu en partant du constat que ce qui est local est aussi parfois international et que les défis sont aussi internationaux. C'est le cas pour la numérisation, pour le coup, l'intelligence artificielle et la gouvernance de l'intelligence artificielle d'ailleurs, mais aussi le climat, la migration. Il y a 1 million de sujets qui sont en fait globaux et qui demandent donc des réponses globales ou des réponses transnationales. Et cette numérisation, ces Zooms, permettent de pouvoir discuter, d'échanger avec des gens qu'on ne pourrait pas rencontrer si on n'avait pas cette technologie qui nous aide. Donc, il y a des espaces numériques qui existent. Il ne faut pas en abuser, ça c'est certain. Il faut les modérer, ça c'est certain aussi. Et ces espaces doivent être construits et modérés pour qu'il y ait des discussions constructives. Et ces espaces, si je dis ça, c'est pas X, par exemple. Pour le coup, c'est pas le réseau social, anciennement Twitter. Où là, on arrive à et on partage aussi ça, je pense, ça a été un peu dit jusqu'à maintenant. Ces silos dans lesquels on est, et on arrive moins à sortir pour discuter avec des gens, si on reste aussi sur le numérique, c'est aussi à cause de ça, à cause des algorithmes, à cause du fait que on reste dans la même bulle et on va plus chercher d'autres personnes, que ce soit physique ou numérique d'ailleurs. Merci. Oui, tu voulais réagir encore? Oui, d'abord, j'aimerais soutenir ça énormément parce que sans numérique, on pourrait plus construire une démocratie transnationale. Il faut une constitution européenne avec de la démocratie directe européenne. C'est-à-dire, on va envisager des initiatives plus populaires avec les et des référendums transnationaux. Et pour ça, on peut pas renoncer. Et ça, c'est pas unique. Déjà dans le 19e, le télégraphe, le journal, le chemin de fer était la condition pour établir une démocratie nationale, même régionale. Alors, il y a souvent dans l'histoire un progrès technologique, il a aussi faire possible un progrès de la démocratie. Mais là, la deuxième chose, je voulais encore insister pour éviter une malentendu. Demander est-ce que la confiance du citoyen envers le politique, est-ce que c'est un problème? Et j'ai dit non. Mais naturellement, ce que toi tu as mentionné, si les gens sont pas confiants envers l'un l'autre, ça c'est un énorme problème. Et ça, là, je suis totalement d'accord avec le mot que PRC a utilisé. Une des éléments de la crise de la démocratie, chez nous aussi, c'est le sentiment ou l'observation que la société s'atomise et que chacun devient énormément seul. Et le problème, c'est qu'en politique, seul, on peut seulement désespérer. Changer ou influencer ou agir
investir la liberté, on peut seulement avec les autres et pas sans les autres. Et si les gens, ils s'évitent, ils perdent le pouvoir totalement. Et là, j'ai fait ma proposition vers ça, parce que je suis totalement d'accord que ça veut dire il manque des lieux de rencontre. Mon lieu de rencontre, je vais proposer pour le Jura, c'est de chaque commune. Et dans 50 ans, on va avoir une dizaine de communes, un centre un café de la démocratie, ou une maison de la démocratie, où les gens ils se peuvent rencontrer éternellement, tous les jours, nuit et jour, toujours rencontrer les autres, échanger avec les autres, et aussi, par exemple, corriger les contre-vérités qu'on a entendues, on ne sait pas, avec les autres. Je vais revenir en fait aux maisons du peuple chères aux socialistes. Ouais, c'était cher aux humanistes, pas des socialistes. La plus ancienne dans ce sens, c'est à côté de la cathédrale à Bâle, la Allgemeine Lesegesellschaft. Et c'était avant la Révolution française déjà. Et là, les socialistes n'ont pas encore existé. Alors, il faut arrêter de toujours emmerder les socialistes. C'était des humanistes, des vrais démocrates, des gens comment dire, la Aufklärung, oui, le siècle des Lumières. Des Lumières, oui. Alors, c'est ça, il faut sauver. Merci. Avant d'aller plus loin, on pourra encore parler peut-être justement de la qualité du débat. Vous l'avez un peu évoqué tous. Andreas vient de le dire encore. Ce qui est paradoxal en quelque sorte, c'est que les réseaux sociaux qui devraient nous relier, au contraire, nous enferment dans des silos où, par les algorithmes, où finalement on ne discute qu'avec des gens qui ont notre propre opinion. On en arrive pratiquement à cela si on suit un certain nombre de réseaux sociaux. C'est un peu le danger. On le voit aussi dans les débats politiques actuellement en France, par exemple. Mais avant d'aller plus loin, peut-être ce serait bien que, Marius, tu puisses nous passer ces interviews qui ont été faites dans la rue. À votre avis, à quoi ressemblera le Jura en 2074 ? Alors, j'étais contre le Jura. Alors, on verra. Vous étiez contre. Oui. Et maintenant, vous allez faire quoi ? Alors, on fait le mouvement. Il n'y a rien d'autre à faire. Est-ce que l'intelligence artificielle, un jour, gouvernera nos régions, nos cantons, nos pays ? Mais ça serait peut-être pas plus mal. C'est-à-dire comme ça, vous ne seriez pas obligé d'aller au conseil de ville. Mais on pourrait au moins foutre la faute à quelqu'un. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'un jour, l'intelligence artificielle gouvernera à la place des citoyens ? Ouais, vous tenez à votre droit de vote ? Oui, un peu, oui. Après, là, je ne l'ai plus tellement ici, mais comme j'habite en France maintenant. Ah oui ? Ouais. Vous payez moins d'impôts ? Non. Et comment vous le voyez, le Jura, en 2074 ? J'ai de la peine à l'imaginer. J'espère qu'il ira mieux que maintenant. Imaginez justement que les générations futures regardent ce document. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux Jurassiens de 2074 ? Alors moi je suis une discrète, je ne veux rien leur dire. Allez-y, non mais sérieux, peut-être un message. Non, on s'est battu. Est-ce qu'ils se seront rendus compte à quel point on s'est battu ? Pour y arriver, ça, on ne sait pas. La politique jurassienne en 2074. Aussi ennuyeuse qu'aujourd'hui. Qui gouvernera le Jura en 2074 ? Alors ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que ça sera un franc-montagnard. Ah oui ? Oui. Parce que peut-être. Alors ça, on peut pas. Je pense qu'il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. Non, ça sera un jeune, oui. J'espère qu'il garde le cœur l'amour. Et puis le prochain. Et qu'il communique pas seulement avec le téléphone, mais qu'il communique d'une personne à l'autre. J'espère qu'il garde ça. Vous votez pas ? Non, je vote pas, non. Pour quelle raison ? Parce que j'ai pas la nationalité suisse. Ah ouais. Et si vous pouviez voter, vous voteriez pour qui ? Je peux pas vous dire, je sais pas. Vous aimeriez voter en Suisse ? Bien sûr. Voter dans le Jura ? J'ai déposé d'ailleurs mon dossier pour reprendre la nationalité. Quel serait votre message aux Jurassiennes et Jurassiens de 2074 ? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Qu'ils soient le plus intelligents possible, qu'ils réfléchissent en fonction de l'avenir. Merci, monsieur. L'avenir, c'est permanent, même pour moi. Alors, vous êtes jurassienne. Ouais, on peut dire, ouais. Vous savez la roracienne ?
le dialecte jurassien, vous dites? Non, l'hymne. Non, Du lac de Bienne aux portes de la France. non, je ne connais pas. L'espoir mûrit. À l'ombre des idées. À l'ombre des idées. Je sais pas, ça existe la politique jurassienne? Il me semble, non? Oui, un petit peu. Vous votez pas? Si. Vous votez pour qui? Je vote pour les gens qui le méritent. Ah d'accord, bien répondu. Et vous, la politique jurassienne? Je suis trop jeune, moi. Je suis trop jeune. Vous êtes trop jeune? Vous avez quel âge en 2074? Je calcule. Avec ma 13e rente, ça fera un bout quand même, quoi. Ouais. Je serai loin. Ah ouais, moi je fais pas de politique alors. La politique ne m'intéresse alors pas du tout. C'est comme le vélo, la politique. Ouais, non. Non, moi je m'intéresse au sport, au vélo, mais la politique, rien du tout. Et vous, monsieur, Rien vous à en pensez branler. quoi? La politique? Oh, ben bon, voilà. Je vais même pas voter. Ah non? Ça fait 50 ans que j'ai plus voté. Vous arrêtez pas de vous plaindre? Non, jamais. Ah non? Je m'en fous. Chacun est libre de ses opinions, ouais, ça c'est... Après, voilà. Hein. La population va-t-elle changer? La population, certainement, oui. Beaucoup plus de monde? Je pense moins. Moins de monde? Oui. Tout le monde va se barrer? Non, pas que tout le monde va se barrer, mais tout le monde aura d'autres priorités. Tout le monde peut-être va quitter pour une grande ville, un grand centre, ou alors pour même travailler ou étudier à l'étranger. Donc ça sera aussi un facteur pour les jeunes qui va certainement changer. Il n'y aura pas d'université jurassienne? Je ne pense pas, parce qu'une université jurassienne est quand même coûteuse. Et comme vous savez, nous avons beaucoup déjà de problèmes pécuniaires maintenant. Donc ça serait pas mieux en 2074 que le Jura fasse à nouveau partie du canton de Berne? Non, ça, moi je suis bien dans... On est bien dans le Il ne Jura. voudrait plus les Bernois. Ah non? Je m'en fais rien contre les Bernois, je m'en fiche. J'ai pas eu de problème, j'ai travaillé 40 ans à Arcovilliers. Non. Si. Éviter de toujours vouloir dire non à tout, quand on veut faire des éoliennes, quand on veut rehausser des barrages, quand on veut trouver des énergies vertes, pas toujours dire non, éventuellement pourquoi pas mettre des éoliennes un peu pour avoir de l'énergie quoi en fait. Et comment vous voyez le développement? Le développement, ça dépend des administrations. Mais économique, touristique du Jura? Le tout, ça dépend des administrations. Si elles ont envie de faire, ils peuvent. S'ils n'ont pas envie de faire... Mais est-ce qu'ils ont envie de faire? Et ça, c'est faut demander à eux. Ça, c'est à eux qu'il faut poser la question. En tant que jurassien, ça s'est passé comment de bosser à Arcovilliers? Ça s'est bien passé. Moi, j'avais des copains bernois, des Espagnols, des Italiens, des Jurassiens, aucun problème. Puis ils venaient chez moi, j'allais chez eux. Une très bonne entente. Ouais, les gens qui font pas de politique, qui sont pas des extrémistes, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas un extrémiste. Je suis jurassien, c'est tout. On ne peut pas dire non aux centrales nucléaires non plus, c'est de l'énergie verte. Ça c'est autre chose, ça c'est différent ça, je trouve. C'est décarboné. Oui, c'est décarboné, mais centrale nucléaire, après il y a les déchets. Il y a de la place pour foutre des déchets ici. Les déchets, on peut éventuellement faire un trou ici. Il y a un étang pas très loin où on peut stocker. Ouais, éventuellement, ouais. Bien sûr, il y a l'étang des Rois, il y a l'étang de la Gruyère, on peut éventuellement faire un trou puis mettre dedans, ouais, pourquoi pas. Ouais. Et après, il y aura des mutants qui vont apparaître. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Et pourtant, ce sont quand même les citoyens qui les élisent. Moi, c'est le citoyen qui les élise, mais le gros boulot, c'est à eux à faire. Parce que les citoyens, ils élisent, ils écoutent les propositions. Puis si les propositions après sont mises en œuvre, ça va donner quelque chose. Si les propositions, c'est juste propagande électorale, ça va rester comme ça. Ils sont là, ils vous écoutent. Il y a des membres du gouvernement jurassien. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Bougez-vous le cul. Non, travailler avec du cœur, c'est tout. Ah. C'est tout. On n'était pas situés au même endroit. Bonne journée. Au revoir. Voilà, merci. Le constat est presque le même qu'autour de la table. Évidemment, c'est dit de manière un peu plus directe. Mais voilà. Il est temps quand même que l'on passe quand même à l'esquisse de quelques propositions qui pourraient être faites, en tout cas, qui répondent aux questions que nous avons abordées, c'est-à-dire à la fois la parcellisation de la société. Donc on l'a relevé à plusieurs fois, le manque de contact physique aussi pour débattre, la parcellisation de la société, mais aussi les chances de nouveaux outils comme le numérique, ce que vient de montrer, de dire Marie, et puis aussi des constats comme celui qu'a fait Anaël, qui est le constat d'une société des individus, c'est-à-dire une société de masse, mais des individus. C'est un peu paradoxal, mais où chacun finalement vit dans sa bulle, ce que disait Alain Berset.
Et donc, comment et donc, il renforce aussi le sentiment d'impuissance des citoyennes et citoyens. Et donc, peut-être que là, on pourrait déjà commencer à aborder peut-être pas tout en même temps, Andreas, mais mais au moins une ou deux pistes, ou peut-être Noémie, tu veux, voilà, une ou deux pistes de rencontre. Alors, Andreas. Alors d'abord, j'aimerais, vous savez que vous allez changer la Constitution. Nous allons changer la Constitution parce qu'il faut avec Moutier. Et il faut comprendre ça comme une énorme opportunité pour améliorer la démocratie. Et par exemple, ce que le Jura n'est pas conscient, mais parce que ça c'est aussi quelque chose qu'il fallait répondre à ces gens-là des fois. Et on peut seulement voir ses propres fautes ou déficits si on se compare avec les autres. Seul, on peut pas se même comprendre soi-même. Alors, si on compare, par exemple, le système de la démocratie directe au Jura avec les autres cantons, le Jura demande le plus de signatures pour une initiative populaire de toutes les autres cantons. Plus que 3%. Avec Moutier, ça va être un peu maintenant 3%. Et à Zurich, par exemple, on a conquéri 0,5%. Et ça, il faut baisser. Pas peut-être, il faut laisser les Zurichois être à la tête, mais on peut rapprocher parce que il faut montrer aux gens que ça, c'est des instruments de eux, mais pas seulement de ceux qui ont de l'argent. Parce que avant, quelqu'un a dit correctement que c'est aussi, il y a un risque de la colonisation, que seulement ceux qui ont des ressources exceptionnelles peuvent utiliser ça. Et c'était un élément, un argument pour convaincre la Constituante à l'époque qu'il faut baisser ces signatures. Parce que Zurich, c'était aussi 2005 jusqu'à 99 et après, on a réussi à 0,5%. La même chose avec le référendum naturel. Et la deuxième grande espace de réforme, c'est l'espace public. Parce que un élément de la démocratie directe, c'est aussi la crise de l'espace public, qui contribue à ce que tu viens de dire de la partialisation, la désintégration de la société. Parce que les journaux, par exemple, sont beaucoup moins lus. Alors je crois qu'une idée est très, très fascinante, pas seulement que avec l'éducation des écoliers, une idée que le canton de Fribourg vient de maintenant réaliser. Chacun qui a le 19e, 18e anniversaire, il reçoit un abonnement pour une année gratuite. Ça c'est pas la poussée pour les journaux, mais poussée pour l'engagement ou la conscience politique pour les jeunes citoyens et citoyennes. Mais moi, je pense qu'il faut aller encore plus. Il faut créer un nouveau service public dans les plateformes publiques qui, par exemple, par le canton, qui portent toutes les possibles journaux que les gens aimeraient faire. Un place où tu peux publier ce que toi tu penses qu'il faut dire. Et aussi le Parlement fait ça, aussi les maires font ça, les communes font ça. Et un espace où tout le monde trouve tout le monde. Peut-être couratir, on dit en allemand. C'est-à-dire, il faut quelqu'un qui évite les mensonges, il faut une modération, une certaine modération pour éviter les choses contre les êtres humains, contre les droits de l'homme et tout ça. Mais pas une contrôle. Mais aussi, là, il faut aussi créer un espace où, par exemple, les gens peuvent informer, est-ce que c'est vrai que j'ai entendu ça? Parce que ça, il faut aussi commencer à utiliser ça comme un instrument de la fact-checking ou aussi de donner un instrument aux citoyens pour qu'il n'ait pas d'objet ou le victime des contre-vérités. Parce que une des grandes dangers de la numérisation ou des intelligences artificielles que nous allons être bombardés avec les contre-vérités sans qu'on se voit. Là, il faut peut-être un autre élément, mais ça c'est plutôt national ou même international,
toutes les photos qui étaient fabriquées par l'artificiel, il faut les enregistrer. Et peut-être aussi les contenus. Peut-être même les traductions. Chacun, mais une plateforme publique comme nouveau service public, qui n'est pas une concurrence avec le journal, mais un élargissement. Ça c'est, je crois, une idée qu'il faut réfléchir et qu'il faut développer. Merci. Noémie, tu voulais répondre ou faire tes propres propositions? Alors, je vais, vu que j'ai été interpellée, je crois, 2 fois sur la difficulté de faire aboutir des initiatives, et puis vu qu'on vient d'en faire aboutir une, je vais rebondir là-dessus, et après je donnerai quelques pistes, oui. autant nationales que communales. Mais c'est vrai que peut-être ça a paru trop positif au départ quand j'ai dit on a tous les instruments à disposition. C'est vrai qu'après cette récolte de signatures pour faire aboutir l'initiative pour un service citoyen, je me dis que j'étais un peu naïve au cours des 35 dernières années, parce que je me rends compte que c'est simplement pas à la portée de tous. C'est un peu ce que je dis, le dirty secret de la démocratie directe, c'est tout le monde n'est pas en mesure de lancer une initiative, que ce soit au niveau des ressources financières ou des ressources tout court. Énergie, savoir-faire, savoir-être, etc., etc. Et puis juste pour vous dire à quel point c'était compliqué de faire aboutir cette initiative, en 6 mois, avec notre engagement bénévole de tout temps, de toute énergie, on a réussi à récolter à peine 10 000 signatures. Et là, on s'est dit, il faut qu'on change de stratégie. On a changé de stratégie complètement. On a professionnalisé l'équipe interne à notre organisation pour avoir des gens qui sont payés pour motiver les gens pour aller chercher des signatures. Et on a professionnalisé aussi dans le sens où on a finalement payé des personnes pour aller récolter des signatures. Et ça, c'est, je pense, le cas de 95% des initiatives. Si on a de l'argent, nous, ça nous a coûté au final l'équivalent d'un demi-million de francs pour faire aboutir cette initiative. Si on a de l'argent, on peut faire aboutir n'importe quelle initiative. Oui, je voulais juste rappeler une anecdote. La première initiative qui a été lancée où on a vu que on payait les récoltes pour la récolte des signatures, c'était Denner dans les années 80 qui l'avait lancé, et ça avait fait un scandale dans le pays en disant mais jamais la démocratie ne se remettra du fait que aujourd'hui, pour récolter des signatures, on doit payer les gens. Ça a été, je pense que Andreas se souvient de cela. Je me souviens que ça a été un vrai bouleversement dans la société suisse. C'est pour dire à quel point aujourd'hui on est arrivé. Bah, on en parle encore beaucoup. Il y a très peu de comités qui arrivent sans professionnaliser. Mais d'un autre côté, et puis ça, je vais vraiment le dire, c'est par exemple, d'interdire la récolte rémunérée de signatures, c'est au final pas forcément détrimentaire pour les gros groupes d'intérêt qui ont des moyens, qui ont des employés qui sont payés au quotidien, mais plutôt pour des petites associations qui sont pas déjà organisées pour récolter des signatures. Donc c'est un petit peu à double tranchant cette histoire de récolte de signatures, mais simplement pour dire oui, on a des instruments, mais c'est pas forcément à la portée de tous de les utiliser. Et puis nous maintenant avec l'association, on a pris par exemple part dans 3 procédures de consultation, jusqu'à ce qu'on trouve comment faire entendre notre voix. C'est pas, on n'était pas invité au départ à prendre position juste parce qu'on existe. Il faut d'abord rentrer dans ce cercle, etc., etc. Donc c'est pas donné à tout le monde. C'est un petit peu pour voilà. Maintenant au niveau de potentiel solutions pour revitaliser la participation et puis la démocratie en Suisse au niveau national et communal. Moi, je dis toute initiative ou projet qui stimule les échanges, la coopération, l'apprentissage de la confiance. Et puis ça peut commencer par exemple à l'école. Il y a des projets par exemple de budget participatif que je trouve ultra bien, qui peuvent être mis en où on donne un petit budget à l'école, enfin aux étudiants. Ils doivent se former en groupe, élaborer des projets de ce qu'ils pourraient faire avec le budget qui est mis à disposition, pitcher pour leur projet, puis le projet qui remporte ça, et c'est un projet de mise en œuvre, et puis c'est souvent des projets de mise en œuvre locaux. C'est, je sais pas, quelque chose de nouveau dans le préau, ou bien une nouvelle cafétéria temporaire pendant les pauses, j'en sais rien.
Mais ça donne un petit peu, ça donne, donc c'est pas très coûteux au final, ça peut être des petits budgets, mais ça donne une raison pour élaborer quelque chose, un projet avec les autres. Et puis ça nous apprend plein de choses. Donc on peut commencer là. Après, je connais pas en détail ce que Monsieur Andreas Gross a comme maison de la démocratie, mais il y a des projets de maison, par exemple, il y a beaucoup de ça dans les choses open source, de personnes qui partagent un lieu, et tout ce qui est créé dans le lieu est mis à disposition en open source pour la collectivité. Donc tout ce qui est créé au sein de ça, c'est partagé et puis utilisable par les autres, parce que la seule condition pour pouvoir accéder à ces locaux, pour pouvoir accéder à ces infrastructures, pour créer quelque chose, c'est qu'ensuite le produit de ce qui a été créé soit remis à disposition pour la collectivité. Donc ça, c'est un petit peu c'est un peu ce genre d'idée qu'on peut mettre sur tout ce qui. Marie, peut-être une ou deux pistes. Tu as pas beaucoup parlé, évidemment, tout à l'heure du numérique. Est-ce que tu vois là des outils, ou peut-être dans d'autres domaines, qui pourraient être mieux mis en valeur, mieux utilisés, toujours avec, disons, cette restriction du fait que du risque qu'il y a aussi de finalement être soit manipulé, comme l'a relevé Andreas, soit finalement de ne s'adresser qu'aux gens qui parlent, qui ont les mêmes opinions. Ouais. Comme ça a été dit, il y a ces opportunités, ces risques liés à l'intelligence artificielle, si je rebondis là-dessus directement. Cela dit, en 2050, j'ose espérer, j'espère, parce que j'en appelle de mes vœux, on aura trouvé une sorte de gouvernance globale de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est pas un pays qui peut le faire tout seul, parce qu'on voit que c'est complètement international, transnational, c'est des industries qui sont aux États-Unis, en Chine, qui sont, que sais-je, qui ont de l'influence sur comment nous, on l'utilise ici, on l'utilise par exemple aujourd'hui. Et pour ça, il faut que cette gouvernance éthique, cette bonne gouvernance, ça passe par des accords internationaux, ça passe par des discussions au niveau international pour qu'on puisse utiliser cet espace de la meilleure manière. Que ce soit un espace éthique, comme je l'ai dit, où les discussions peuvent avoir lieu. Et ça, c'est un peu une condition sine qua non de l'utiliser dans l'avenir pour renforcer la démocratie. En fait. Et je pense qu'on ne peut pas continuer à l'imaginer en 1974 sans être passé par là, avec les risques évidemment, mais mettre des garde-fous, mettre des lois, mettre des institutions qui protègent les citoyens, parce que évidemment l'intelligence artificielle, ça reste biaisé, c'est pas quelque chose qui va gouverner à la place des gens, même si on voit là, j'ai encore vu en France des candidats de l'intelligence artificielle, ou en Angleterre, je crois aussi des candidats de l'intelligence artificielle. Pour moi, ça fait aucun sens évidemment. Il y a tout cet aspect humain qui doit rester central. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui changera pas en 2054. Et se faire société, ça c'est, et je rejoins aussi ce qui a été dit, tous les projets qui peuvent nous amener à faire plus société, et sans juger, mais en voyant un peu ce que les gens ont dit, il y a un manque de responsabilisation aussi des gens. Parce que c'est pas parce qu'on accepte de donner une part de sa propre souveraineté en élisant quelqu'un, ça c'est le système aussi, qu'après on n'est plus responsable de quoi que ce soit. Donc on doit se sentir responsable nous-mêmes, mais on doit aussi de l'autre côté faire en sorte qu'on ait la possibilité d'être responsable. Donc c'est aussi un peu essayer de trouver des solutions pour que cette relation fonctionne à nouveau et que tout le monde à tous les étages puisse se sentir et être fondamentalement concerné et utilisé. Et ça c'est enfin, parce que par exemple, le monsieur qui fait du vélo, les pistes cyclables, c'est politique. En fait, réexpliquer aux gens ce que c'est politique, que ça les concerne toujours, tous les jours, tous les concerne. Et puis, ce que je trouve intéressant sur le Jura maintenant, c'est qu'il y a aussi ces opportunités. Andreas Gross l'a dit, je suis en constitution, un métier qui arrive en 2026.
c'était incroyable, ça. Pour repenser un projet, pour penser un narratif. Parce que je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est arriver à sortir des narratifs et prendre les gens et les inclure dans ce narratif et aller ensemble vers des solutions qui seront justes et acceptables pour tout le monde. Donc, cette opportunité-là, je sais encore dans le pieu, j'espère que 2054 aura été saisie par tout le monde et pas par juste quelques-uns, peut-être pas à des hauts niveaux, mais par tout le monde, qu'il y ait ce narratif, cette histoire, ce projet qui se développe et qui soit développé en 2054 et qu'on ait pu un peu corriger peut-être les travers qu'on a pu constater. Le canton du Jura a des problèmes, par exemple, avec ses finances, ce qui serait pas et surtout la difficulté de trouver des solutions de compromis entre toutes les opinions. On a eu la même chose avec l'assurance maladie, où dans le fond, on voit que vote après vote, aucune solution n'arrive. Et est-ce que, comme l'a dit un des citoyens interrogés là tout à l'heure, est-ce que dans le fond la solution serait pas de confier l'ensemble des données à l'intelligence artificielle, de l'ouvrir avec tout ce qu'on connaît, et puis d'attendre simplement que l'intelligence artificielle nous trouve une solution applicable à l'ensemble de l'État. Par exemple, pour les finances, moi je trouve que le canton du Jura pourrait lancer cette idée-là, non? Alors, bon, pour commencer, je vais juste rebondir sur ce qui a été fait avant, je passerai à l'IA ensuite. Déjà, permettez-moi de faire un petit trigger warning, non mais comment dire, une introduction à ce que je vais dire au niveau des solutions. Déjà, premièrement, à mon avis, les solutions, elles seront pas toutes d'accord. Ce que je veux dire, c'est que pour arriver à une solution, il va falloir un compromis et il y aura évidemment des avis divergents. D'aucuns seront plus internationalistes et d'autres seront plus nationalistes. Certains seront pour une liberté d'expression absolue sur les réseaux sociaux, d'autres pas ou pour la limiter. Donc évidemment, les solutions devront se trouver en fonction des avis divergents et en ça, je pense que les êtres humains au-delà de l'intelligence artificielle, seront toujours indispensables pour justement trouver un compromis qui va à tout le monde. Ensuite, tu viens de l'aborder, les solutions, elles seront évidemment multifactorielles. Il y aura des enjeux de démocratie évidemment, mais aussi financiers, intellectuels, culturels, environnementaux. Donc, il n'y aura pas seulement une solution simple qui va nous tomber du ciel où tout le monde sera d'accord et puis tout va se faire. Facilement, mais ce sera évidemment une équation compliquée à plusieurs inconnus, avec des opinions politiques, mais aussi sociétaux qui divergeront, et des solutions qui seront parfois difficiles à mettre en œuvre pour d'autres critères, notamment financiers, comme tu viens de le dire, pour le canton du Jura. Ensuite, je constate que une des solutions qu'a apporté, c'est finalement le retour des bistrots de village. Ces cafés dont on parle d'échanges démocratiques, finalement, c'est des bistrots de village qu'on avait il y a 50, 60 ans, où tout le monde se retrouvait autour d'une même table, jeunes, vieux, agriculteurs, notaires, enfin qu'importe, où tout le monde se retrouvait ensemble pour discuter, des fois se foutre sur la gueule aussi, parce que c'était sympa. Et puis voilà, et évidemment, ça, on l'a tous perdu dans les villages, on le voit, les bistrots, on n'en a plus tant que ça, qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est un vœu pieux, c'est un vœu pieux en quelque sorte, parce que finalement c'est l'évolution de la société. Est-ce qu'on peut vraiment la freiner? J'en sais rien, en tout cas j'ai pas de solution toute faite, mais je constate que cette solution de café citoyen, finalement c'est un peu des bistrots d'antan. Ensuite, au niveau des solutions, moi que je peux voir au niveau toujours local, je vais pas m'occuper du reste parce que finalement je maîtrise pas assez. Déjà, je pense que pour réintéresser le citoyen aux décisions locales, peut-être de redonner plus de pouvoir aux décisions locales, aux autorités locales, aux assemblées communales, aux législatifs communaux, aux exécutifs communaux, c'est peut-être quelque chose dans un sens où, je vais reprendre le même exemple qu'avant, mais quand on est sur l'aménagement du territoire et puis que, on dit à l'exécutif, faites-nous un projet d'aménagement local, de plan d'aménagement local de révision. Le conseil fait ça, le présente et on a le canton qui nous dit oui, vous êtes compétent, mais nous on n'est quand même pas d'accord avec ce que vous nous proposez. Pour moi, il y a un peu une ambivalence à dire faites-le, mais en fait le faites pas trop parce que nous on n'est pas trop d'accord. Donc à mon avis, pour réintéresser les gens, il faut vraiment laisser la décision finale aux gens. Si vous avez tout un village qui vous dit nous on veut ça, puis vous avez
le niveau supérieur qui vous dit non, non, alors nous on veut surtout pas ça, puis que il y a deux positions qui s'affrontent. Si c'est finalement du local, moi c'est au local de décider. Et ça, c'est le principe de subsidiarité qu'on oublie un peu de temps en temps, puis qu'on rappelle quand ça nous arrange, parce que ça fait toujours bien. Et ensuite, moi, un autre élément que je vois et que j'essaye d'appliquer au quotidien, c'est la transparence, dans le sens où, voilà, un samedi matin, je me suis mis à disposition de tous les citoyens. Je suis allé dans la salle communale et puis tout le monde pouvait venir me faire ses commentaires, venir me poser des questions sur où vous en êtes où avec ce projet, est-ce que la crèche ça avance, est-ce que l'aménagement local, la révision elle avance. Et puis voilà, les gens qui sont venus, il y a eu, j'en ai eu pour tout un matin, donc ça a marché. Et puis pour moi, de pouvoir dire aux gens, voilà ce que nous on fait, voilà ce que nous on propose, et puis on vous le dit, ce qu'on fait. Pas seulement on le fait, puis on vous informera quand tout sera prêt, tout sera ficelé. Ça permet aux gens de se dire, voilà, on est inclus dans un processus décisionnel et au moins on est entendu sur les revendications qu'on a. Et ça, et là je vais faire le lien avec ta question, l'intelligence artificielle, à mon avis, ça peut pas être fait par des robots. Alors bon, ça c'est tout un enjeu qui doit être discuté évidemment au niveau national, international pour certains, comment dire, l'évolution, est-ce que l'intelligence artificielle va se perfectionner et elle va continuer de se perfectionner et est-ce qu'elle va peut-être être apte à prendre des décisions comme ça, à justement combiner tous ces facteurs multiples. Mais à mon avis, c'est des choses qu'on peut pas confier à l'IA et qu'il faudra continuer de consulter les gens et pour ça, je pense que notre système est bien fait. Merci Alain. Je sais qu'avec Andreas, on a déjà eu des discussions sur l'intelligence artificielle. Merci d'y répondre puisque je pense que tu es pas. C'était une provocation de ma part. Tu l'as compris, mais ensuite. Et la deuxième chose. Ouais, c'est un peu des deux. Merci d'y répondre, mais ce qui serait bien après, c'est que tu puisses nous détailler un peu ton idée de maison de la démocratie. Est-ce que tu peux venir encore avec ça parce qu'il est discrédité. Alors c'est vraiment une énorme sous-estimation de penser que c'est un vœu pieux à la bistrot. Par exemple, je vous dis quelque chose dans ce bistrot. La liberté n'a pas existé. C'est nous qui ont changé ça avec l'initiative contre l'armée. On a reçu la liberté d'être contre l'armée dans tous les bistrots. Il y a 50 ans, même dans le canton de Berne, à l'époque, dans la moitié des bistrots, vous auriez été jeté dehors si vous auriez le courage de contredire la majorité dans ce sens. Alors, si tu te réfères aux utopies socialistes, tu confonds le bistrot avec le cercle d'ouvriers. Ça serait vraiment l'utopie perdue dans ce sens. Mais la maison de la démocratie, c'est d'une manière un bistrot sérieux, tu vois. Et la raison de dire où on se rencontre, c'est toujours ouvert, mais aussi, on peut aussi s'informer. Il y a les ordinateurs, tu peux consulter tout ce que tu veux. Il y a les journaux pour lire, il y a aussi des jeux, mais il y a certainement des autres personnes, tu sais qu'ils sont aussi intéressés au bien commun. Parce que c'est ça le problème, on n'a pas encore dit. Il faut réaliser ou s'approcher ou faire le bien commun, mais il faut aussi savoir ce que c'est. Et seul, tu peux ne pas trouver. Tu peux seulement trouver là. Vous avez raison, c'est toujours pour se confronter avec celui qui a une autre définition du bien commun, on peut s'approcher à la vérité. Alors, et moi je trouve c'est aussi une manière à intégrer la diversité. Et aujourd'hui, ils sont faits. Et dans ce sens, le terme atomisation est vraiment bien. Parce que en politique, tu peux seulement faire quelque chose si tu te organises avec les autres. Même s'il ne faut pas les aimer, mais il faut être prêt à se coopérer et avoir confiance de l'autre. Parce que ça c'est vrai, c'est ça une des plus grandes difficultés que chez beaucoup des autres pays, c'est encore pire que les gens ils commençaient à se détester.
Je ne suis pas sûr, avec ce que vous avez cité, qu'en Suisse, la polarisation est la deuxième plus grande. Parce que ces résultats dépendent aussi comment tu poses la question ou quels mots tu utilises. Parce que les mêmes mots ne sont pas compris dans tous les pays dans le même sens. Et par exemple, est-ce que vous engagez à la politique? En Allemagne, ça veut dire écouter les journaux tous les soirs. Chez nous, ça veut dire participer aux votations, lire le journal. Et dans ce sens, la réponse est totalement différente. Alors, c'est trop pessimiste pour la Suisse, mais c'est un problème que les gens, ils s'écartent et pas, ils se rassemblent pas. Mais la troisième chose que je voulais insister, si vous analysez ce film, c'est un débat de la formation jurassienne. C'est un débat pour la culture jurassienne. Parce que une chose, si vous réfléchissez, ce que a fait le Jura, c'est l'engagement politique. Et dans ce sens, je suis aussi convaincu que si on compare le Jura avec les autres cantons, l'identité politique est encore moins cassée. Parce que, encore plus que des gens qui étaient ici, ils sont conscients que nous vivons dans une communauté que nous avons faite nous-mêmes. Sans notre engagement, il n'existerait pas. Mais ce que tellement de gens ne sont pas conscients de ça, et que à cause de cela, ils ne développent pas une autre relation avec la politique, ou l'engagement politique, avec la démocratie. Ça, c'est alarmant. Et c'est une des propositions que j'ai aussi eues. Il faut absolument, dans l'école, depuis la première classe, à l'école, 1 heure de le bien comprendre. Il faut comment définir ça, mais il faut. Et ça veut dire qu'on n'enseigne pas la démocratie, on vit la démocratie. Ça, c'est la grande différence. Pas seulement avec les budgets, ça c'est un petit exemple, mais ça veut dire qu'il faut aussi arrêter que les enseignants sont des cyniques, parce que c'est une des grands problèmes. Parce que si un cynique, tu ne peux pas. Ça va faire beaucoup de copains aujourd'hui, mais. Oui, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Il y a aussi des copains qui sont enseignants. Mais là, ça serait un appel à l'autocritique, à un changement dans ce sens. Noémie peut répondre peut-être vous. Non, oui, vivre la démocratie, vivre l'engagement, c'est exactement ça dès le plus jeune âge. En fait, budget participatif, c'est un exemple de ce qu'on peut faire en classe. Mais moi, je pense que l'apprentissage de la confiance et puis l'apprentissage de l'engagement, ça passe par le faire ensemble. Donc, on fait un projet ensemble, on construit quelque chose ensemble. Ok, on décide quelque chose ensemble, ça c'est la démocratie au sens 101. On décide en tant que collectivité de concitoyens, de concitoyennes, sur les règles de vivre ensemble, sur les institutions qu'on veut mettre en place, etc., etc. Mais le revers de la médaille, c'est cet engagement de milice où on met ces décisions en œuvre ensemble. Et puis ça, c'est le budget participatif, mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est le service citoyen qui, pour moi, devrait faire partie intégrante de la formation de base de chaque citoyen et chaque citoyenne, parce que c'est l'apprentissage de terrain, concrètement, de cette collaboration. Ouais, peut-être je laisse ça comme ça. Mais une chose sur le numérique, pour un exemple de projet qui a je sais pas si c'est encore en cours ou pas, mais je trouvais intéressant, je sais pas comment ça s'appelait, Discutons-en ou quelque chose comme ça, qui matchait, c'est des personnes toutes qui s'inscrivent de manière active pour en fait entrer en discussion avec des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions politiques qu'elles. Et puis, on répondait à une dizaine de questions, puis après, il y a un algorithme qui match avec la personne qui, dans le groupe, a vraiment des opinions politiques qui ne sont pas celles des vôtres. Et puis, le résultat de cette petite expérimentation, c'était justement à la fin de dire, en fait, oui, on n'a pas les mêmes idées, mais on se comprend très bien, puis c'était un très bon moment. Et au fond, j'ai moins peur de l'autre, parce que je sais que l'autre, partage quand même quelque chose, on partage les mêmes valeurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut très très bien faire aussi en ligne, à distance.
On peut se matcher avec quelqu'un qui n'est pas dans le même pays que nous, ou quelqu'un qui n'est pas dans le même canton que nous, quelqu'un qui n'est pas dans la même commune que nous, sans avoir à faire des déplacements impossibles. Et puis on peut se matcher, on peut discuter et puis avoir cet espace de discussion en ligne qui fait qu'on rencontre des personnes qui pas. Mais la difficulté avec les réseaux sociaux, c'est justement que certains algorithmes, mais c'est X, mais c'est Facebook et autres. Nous maintient en fait dans une bulle qui renforce nos propres opinions. Et ça, c'est le danger en fait. J'ai oublié, si le public veut, vous avez des interventions, n'hésitez pas à le signaler parce que, oui, alors, si tu veux. Merci. Moi, j'ai noté quelques points. Je dirais d'une manière un peu provocatrice, une des pistes était votée pour des cons. Parce qu'en fait, beaucoup des décisions qui se prennent, en fait, sont prises par des gens, je dirais que même par la droite. Prenons les finances du canton du Jura. Première chose, les gens ont voté, la droite a influencé pour voter pour la baisse des impôts des entreprises. Donc là, ça a été un très grand manque à gagner. Ensuite, il y a ce frein au financement qui est important, qui est trop important à mon avis. Et au niveau national, ça a aussi un impact sur les finances du gouvernement, puisque il n'y avait pas de bénéfice à la Banque nationale. Par contre, il y avait des sous pour acheter la banque, pour payer des nouveaux avions, etc., etc. Donc, c'est toujours ça, c'est des choix politiques. Et ça j'entends, ça pèse sur les citoyens et les citoyennes. C'est clair que après, ils se disent de toute façon, quoi qu'on vote, voilà, donc on est toujours perdant. Il y a aussi la question par exemple, que les décisions ne sont pas respectées. Le Parlement jurassien a voté contre la géothermie. Et ce projet est en train de se réaliser à Globelier. Ensuite, il y a la question de la formation des jeunes. On a vu, par exemple, dans le canton de Vaud, qu'il y a un ministre d'éducation qui interdisait les débats à l'école politique. C'est très grave, ça. Parce que c'est là qu'on apprend à débattre, puis à donner ses avis, et puis à entendre l'avis des autres, etc. Ensuite, il y a aussi tout le politiquement correct. Il faut maintenant de moi. Alors, aujourd'hui, vous ouvrez le quotidien jurassien, puis qu'est-ce que vous voyez? Le directeur du lycée qui va partir, et qui dit, dans les années 80, maintenant les jeunes, ils sont bien tranquilles, c'est autre chose que dans les années 80. Alors, je ne sais pas si c'est un constat simplement, ou bien ils s'en réjouissent, j'en sais rien, mais c'est très grave. C'est grave que les jeunes ne puissent plus s'exprimer, et puis descendre dans la rue, récupérer, etc., etc. J'entends tout ça, ça fait que petit à petit, les gens ils disent, de toute façon, ça ne sert à rien, tout est interdit, tout est politiquement correct, tout, etc., tout est lissé. Voilà, c'est mon avis. Peut-être vous voulez répondre rapidement. Une des choses que tu soulèves et que Andreas a soulevé au début, une des choses qui revient, qui explique aussi ce sentiment, peut-être que beaucoup de citoyens ont, pas seulement dans le canton du Jura, mais en Suisse aussi, mais dans le canton du Jura plus particulièrement, comme on l'a vu dans les témoignages, c'est ce que disait Andreas, c'est que la politique, c'est aussi de l'utopie. Et donc, en fait, ce qui a permis au canton du Jura, à un moment donné, d'avoir une constitution, disons, innovante par rapport aux autres constitutions suisses. Il a été rattrapé après par d'autres cantons sur ce domaine, et notamment par le canton de Berne sur les droits politiques, etc. Mais ce qui a existé, qui a été le vrai moteur, c'était finalement de retrouver une utopie
qui était la création du canton du Jura, et donc qui a permis des droits nouveaux à l'époque, par exemple aussi le bureau de l'égalité. Il y a eu des droits qui paraissaient utopiques comme le droit au logement, mais qui obligent en quelque sorte le gouvernement à faire une politique de construction de logements. Ce genre de choses-là qui à l'époque avait été très critiqué. Et puis j'oublie évidemment, mais le droit de vote et d'éligibilité au niveau local pour les étrangers. Et donc, peut-être ma question pour arriver gentiment on a encore un petit peu de temps, mais pour arriver au bout de cette discussion, ce serait peut-être de poser aux intervenants, est-ce qu'aujourd'hui vous voyez un lieu d'utopie à recréer pour le canton du Jura qui permette de relancer en quelque sorte, on a dit que la Constitution devait être modifiée, est-ce que ce serait pas l'occasion d'introduire aussi un peu de cette utopie dans la Constitution jurassienne? Alors, une des utopies, c'est la raison pour laquelle ça me plaît beaucoup, c'est cette initiative citoyenne de service citoyen, même si il y a beaucoup d'objets autour qu'on pourrait discuter. Mais au moins, c'est un petit morceau d'utopie qui nous oblige à réfléchir à la place de l'individu dans la société. Et donc, voilà, moi, ce que j'aimerais vous lancer pour arriver gentiment au bout de cette discussion, c'était est-ce que nous sommes capables, encore aujourd'hui, comme il y a 50 ans, d'avoir un peu d'utopie pour, en quelque sorte, relancer aussi, parce que c'est autour de cette utopie que s'est créée, en fait, la dynamique politique et l'identité politique. Oui, alors je répondrai oui, mais il faut que chacun exprime sa volonté et aussi sa disponibilité à faire quelque chose là-dessus, parce que j'ai déjà entendu que c'est pas automatique qu'on va réviser la Constitution. Renoir m'a dit qu'il y a beaucoup de réticences dans l'establishment jurassien on va mettre l'outil là-dessus, mais fermer la porte tout de suite. Il y a de réticences à vraiment prendre ça comme une opportunité à reviser beaucoup de choses, pas seulement entrer une ville et finir à échanger le nombre de députés, des choses comme ça. Et un élément pourrait être, par exemple, parce que ça, je ne suis pas vraiment compétent, mais il faut comparer l'autonomie communale, le degré de l'autonomie communale dans le Jura avec celle de Bâle-Campagne, par exemple, où c'est très centralisé, ou Soleure, où c'est beaucoup plus autonome. J'ai entendu que, par exemple, Soleure, les communes sont beaucoup plus autonomes que à Berne ou même à Bâle-Campagne. Mais là, il faut d'abord analyser et après proposer de faire mieux. Parce que j'ai aussi l'impression que quelques réponses étaient beaucoup plus françaises que jurassiennes. Parce que elle n'a pas compris que c'est un des grands avantages chez nous que le pays n'est pas déserté à cause du fédéralisme. C'est ce qui est une des grandes maladies françaises, n'est-ce pas? Alors, mais là, on peut faire beaucoup mieux encore. Et je suis aussi fusionner les communes, réduire le nombre à 10 ou à 12, mais et installer dans chaque commune un parlement communal, mais aussi la démocratie villageoise, c'est-à-dire instaurer la démocratie sous-communale avec par exemple à Goumois, du côté jurassien, il y a un budget autonome pour eux-mêmes qui peut se gérer les habitants de Goumois eux-mêmes, n'est-ce pas? Et là, il y a et ça, c'est l'opportunité à utiliser ça pour s'approcher à des utopies, parce que les utopies claires que nous partageons, nous deux, ça ne va pas l'être les utopies pour tout le monde, mais il faut commencer ce combat, mais ça ne va pas se faire automatiquement si on observe seulement. Il faut participer et montrer aux députés qui sont réticents qu'ils ne vont plus être élus s'ils continuent à freiner ça. Merci. Anaël, tu veux répondre ou Marie? Oui, bon, l'utopie, je constate que je peux encore en mettre dans la Constitution quand on la révise. C'est évidemment le but d'un texte. Mais la création du canton du Jura, c'était pas une utopie? Si, mais bien sûr, et justement, évidemment, l'utopie,
le but de l'utopie, c'est finalement de le mettre dans le texte fondamental qu'est la Constitution pour guider les députés derrière dans les différentes lois qu'ils adoptent. Mais le problème avec l'utopie, c'est un peu comme la définition du conte. Chacun en a la sienne. Certains considéreront que X est un conte et pour d'autres, ce sera un héros. Donc évidemment, dans toute révision constitutionnelle, il y aura des gens d'accord avec certains points et des gens pas d'accord avec certains points. C'est pour ça qu'avant, je parlais de multifactoriel et puis d'être d'accord, d'être ouvert au débat. Parce qu'à titre personnel, j'ai vécu un peu une expérience traumatisante, non, c'est pas le mot, mais disons difficile. C'est que, bon, je suis engagé en politique depuis un moment. Et puis, je peux vous dire que quand on est de droite au lycée cantonal, c'est pas facile. Parce que forcément, on se fait montrer du doigt, forcément, on est méchant. Donc, évidemment, cette question, et là, je rejoins complètement Noémie là-dessus, c'est vraiment qu'il y a une fracture et l'ouverture au débat vis-à-vis de l'autre. Et évidemment, c'est aussi à l'école qu'elle doit se résorber. Mais pour ça, il faut avoir un enseignement sur la question de la démocratie, mais aussi plus général de la politique, qui soit le plus neutre possible, mais aussi le plus bienveillant possible avec toutes les opinions qui sont exprimées. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faudra avoir une vision et puis un certain contrôle de cette qualité d'enseignement. Sur l'autonomie communale, alors ça a fait l'objet de mon mémoire de master, c'est ce degré d'autonomie communale. Évidemment, en fonction de chaque canton, elle change. Et effectivement, peut-être, et je suis complètement d'accord avec ça, il faudrait voir où est-ce qu'elle en est dans le canton de Jura pour effectivement l'adapter, peut-être voir si on doit redonner plus ou moins d'autonomie. Et puis enfin, sur les fusions de communes, vous parliez de réduire à des communes. Il y a quelques années de ça, au Franche-Montagne, il a été proposé une fusion de communes qui a été refusée à 90% des citoyens franc-montagnards. Alors, une des raisons à l'époque, c'était l'identité villageoise. Est-ce que maintenant, quelques années après le refus à 90% de la part des citoyens franc-montagnards d'une commune unique, est-ce qu'on doit vraiment revenir à chaque fois qu'on sait que c'était pas un 50-50, c'était pas un 52-48, c'était 90%, est-ce que quelques années après, dans le monde de là, c'est pas une décision qui Merci. Noémie, sur la question aussi de l'utopie et éventuellement, comment toi tu vois pour le canton du Jura une utopie, mais une utopie au sens évidemment très large, qui pourrait être aussi reprise ou au niveau suisse? Alors moi, je suis pas jurassienne et puis j'ai absolument aucune leçon à donner au canton du Jura. Je peux que partager ce que peut-être une personne extérieure au canton du Jura peut penser de la mentalité jurassienne. Et puis moi, je trouve que c'est un canton et des gens qui sont extrêmement courageux, politiquement très engagés, combatifs. Et puis la seule chose que je peux souhaiter, c'est que cette compatibilité, ce courage aussi politique perdure, ne se perde pas. Et puis encourager simplement, oui, à continuer à rêver, puis à continuer à mettre des utopies dans les... Mais c'est pas que les textes de loi. Et puis là, le courage, là où je veux aussi vous encourager, c'est pas que mettre dans la loi des utopies, etc., mais c'est vraiment le mettre en œuvre et puis le vivre au quotidien, redonner aussi ce pouvoir aux citoyens et aux citoyennes, tout ce qui est budget, autonome, projet participatif, mise à disposition, où les citoyens peuvent se réapproprier ces instruments en fait de démocratie directe. Ça, c'est que des choses que je peux encourager, surtout un petit canton courageux à tester. Et puis tester en petit, c'est peut-être aussi l'avantage d'être un petit canton, c'est de pouvoir être un sorte de laboratoire de la démocratie de demain, et puis de tester certaines formes. Peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. D'avoir aussi le courage de se planter une fois. Et puis de dire, bon, on a essayé ce projet, on a mis X à disposition, il n'y a personne qui a participé, qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Apprendre de ça pour continuer à innover. Et puis sur le service citoyen, alors ça c'est une réforme constitutionnelle au niveau fédéral. Et puis on peut pas faire grand-chose tant qu'au niveau fédéral on peut pas. Mais le service citoyen, c'est aussi, je suis pas allée dans le détail, mais c'est aujourd'hui on a un service civil de remplacement à l'obligation militaire. Puis ce qu'on aimerait avec le service citoyen, c'est que ce service civil devienne un service autonome à part entière. Et là, il y aurait beaucoup de marge de manœuvre ensuite dans la mise en œuvre si cette initiative passait ou un contre-projet à cette initiative passait, pour que le service civil soit ensuite plus administré au niveau fédéral, mais administré au niveau communal.
et puis c'est les besoins des communes au niveau des tâches d'intérêt public qui doivent être faits, qui influencent l'offre d'engagement civiliste qui sont à disposition, et puis plus comme aujourd'hui où tout est centralisé, puisque le service civil aujourd'hui dépend d'une obligation militaire fédérale. Merci. Mais moi, j'aimerais juste interpeller le maire de Moutier, puisqu'il est là. La semaine dernière, à l'occasion du 50e anniversaire du plébiscite, la présidente du gouvernement a dit maintenant il faut que ce canton soit créatif, il faut relancer le dynamisme. Mais enfin, comment est-ce qu'on peut l'occasion de Moutier pour l'arrivée de Moutier pour beaucoup, c'est l'occasion surtout de refermer un dossier et puis de repartir un peu dans le train-train traditionnel. Comment toi tu vois cette arrivée? Est-ce que pour toi, ça doit être aussi l'occasion de repenser le fonctionnement du canton du Jura? Et puis, est-ce que la créativité et le dynamisme comme ça se décrète simplement sur ordre de la présidente du gouvernement? Merci. Non, certainement pas. Hein. J'ai beaucoup de respect pour la présidente du gouvernement. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais j'aimerais vous dire ceci. Tu m'obliges un peu, ça va. Je suis un peu plus mal à l'aise de parler. J'aurais voulu faire comme ce matin, j'ai lu l'excellent billet de Monsieur Grosse dans le démo. Il faut apprendre à écouter, réapprendre à écouter, et moins toujours la ramener. Voilà, lui il parlait évidemment du président de la grande république voisine, c'est autre chose, mais à un autre niveau, ça compte aussi. On a à Moutier justement un CEJAC, le service des jeunes, des actions communautaires, et il essaye de faire participer les citoyens. Il a déjà monté 2-3 soirées de ce type-là. La peine qu'ils ont, c'est de nous convaincre, nous, conseil municipal, à participer aussi, puis à écouter. Donc je pense que le fait qu'on apprenne aussi de nouveau à écouter les gens, c'est essentiel. Après, vous étiez là mercredi soir aussi, pour l'Assemblée jurassienne des communes. Et c'est un peu plus compliqué. Là, on voit tout de suite qu'évidemment, quand on arrive avec 7000 personnes, ça coûte. Ça coûte à la commune, à notre commune, mais ça va aussi coûter aux communes jurassiennes, puisqu'il faudra faire un nouvel rééquilibrage des péréquations internes et externes. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Et ça, les gens, il faut aussi qu'ils entrent dans l'affaire. Donc, on voit que c'est compliqué. On voit que ça tombe pas du ciel. Il faut travailler les choses. Et j'ai beaucoup apprécié ces échanges cet après-midi parce que, oui, il faut trouver des solutions. Et on va les trouver. Moi, j'ai une confiance inouïe en la démocratie. Ça serait malvenu d'ailleurs que le maire de Moutier imagine que la démocratie ne fonctionne pas, puisque il nous a fallu du temps. Hein. Il faut pour une procédure, il faut imaginer 30 ans, mais c'est bien aussi. Je dis ça permet aux gens justement de revendiquer, de poser les choses comme elles doivent être, l'être. Et j'imagine qu'on arrive au bout, j'espère en tous les cas, d'ici 18 mois, de façon très, très paisible finalement. C'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé ici. Et pour la création du canton, et maintenant pour l'arrivée de différentes arrivées, de Velra, que ce soit Moutier maintenant, c'est exceptionnel. Et c'est des exemples remarquables pour le fonctionnement de la démocratie. Donc oui, moi je suis confiant aux gens qui nous gouvernent aussi, et j'ai pas souci avec ça. Il faut trouver le bon fonctionnement. Il faut trouver avec le Parlement, avec le peuple jurassien, avec les Prévôtoises et les Prévôtois, la bonne façon d'entrer dans cette République et de pouvoir effectivement essayer de trouver peut-être l'histoire des 10-15 communes. Je trouve que c'est très intéressant aussi. Ça n'a pas marché au Franche-Montagne cette fois, mais je veux dire, si on peut imaginer qu'on arrive à donner à chaque agglomération, par exemple, la possibilité de définir et d'assumer un budget, c'est déjà énorme. Si on réussit à faire ces choses-là, les mettre en place, je pense qu'on va faire un grand pas aussi. Et il y aura aussi la question de l'arrondissement unique, hein, ça va se poser aussi. Donc il y a plein de choses nouvelles qui vont se poser ces prochains temps. Ce sera très intéressant.
En tout cas, merci infiniment pour le débat que vous avez orchestré cet après-midi. Merci. Peut-être un tour de table pour terminer. Marie, tu veux peut-être amener quelques conclusions ou quelques Oui. réflexions de conclusion. Merci. Oui, alors moi j'ai trouvé aussi très intéressante la discussion, a fortiori avec des gens comme Anaël autour de la table et la diversité. S'agissant de 2074 et des utopies, peut-être, et je vais pas donner des leçons non plus à qui que ce soit, je pense plutôt même que c'est le contraire, que peut-être qu'il faut interroger les gens activement, qu'il faut aller chercher les gens et réfléchir ensemble à ce que sera la prochaine utopie, et que cette utopie sera définie par exactement ça, la fin d'une discussion commune qui amène en fait à ce résultat. Est-ce que le Jura doit être précurseur, je sais pas, dans un domaine de niche comme l'économie circulaire, par exemple? Est-ce que ça peut pas être voilà le nouveau domaine où le Jura peut économiquement se développer en développant des domaines de niche? Je sais pas. Je pense que ça, c'est surtout à toutes et tous de le dire, de le décider, de le découvrir ensemble et d'arriver à ce que l'utopie soit le résultat d'un processus de discussion et d'échange commun qui arrive à embarquer le plus de personnes possible. Cela dit, je reste tout à fait confiante aussi ce qui arrive et surtout parce que ce qui arrive, c'est de la responsabilité des gens et peut-être un peu naïf, mais j'ai confiance en les gens, donc je me réjouis de voir ces 50 prochaines années. Oui, alors voilà, pour moi, ce sera l'avenir finalement, c'est pour relativement longtemps. Donc moi, j'ai aussi confiance en l'avenir, hein, honnêtement. Mais disons que je pense que là où il faudra vraiment faire attention, c'est d'avoir une analyse vraiment multifactorielle et en prenant en compte tous les avis qui seront sur la place publique. Et évidemment, ça, je peux rejoindre Marie, ça ne se fera que en interrogeant tout le monde et en essayant de mettre dans le bateau pour inventer l'avenir le maximum de gens qu'on pourra. Merci. Oui, dans votre vidéo, il y avait un des interlocuteurs qui disait j'ai aussi de l'avenir, mais mon avenir est permanent. Ouais, on doit inventer l'avenir de façon permanente, et je crois que ça nous touche tous, autant les uns que les autres. Non, moi je peux que réitérer mon encouragement à tester, à discuter, à s'engager ensemble, à trouver des moyens de dialoguer et puis de faire justement, de pas seulement parler, mais aussi exécuter. Parce qu'autour d'un projet finalement, on se rend compte que on arrive à collaborer ensemble. Et puis ce mot, la confiance, parce que ça promeut la confiance, et puis la confiance pour moi c'est le sédiment de la démocratie et puis d'une démocratie vivante. Oui, peut-être deux mots encore. D'abord, je suis totalement d'accord que si tu réfléchis, qu'est-ce que c'est l'âme de la démocratie? Par exemple, il faut vivre dans une école. C'est la discussion. C'est vraiment la discussion, c'est l'âme. Et ce que tu as maintenant déjà souvent nommé multifactoriel, le terme qui est aussi un élément de cet ensemble de 150 pièces de la démocratie, c'est la pluralité. Il n'y a pas une démocratie sans pluralité. Il n'y a pas un débat, vraiment un vrai débat sans pluralité. Et ça, c'est vraiment, ça pourrait être déjà un des plans pour commencer l'heure de la démocratie dans la première classe. Parce que il faut aussi apprendre d'être responsable. Et si tu peux seulement apprendre d'être responsable si tu es traité comme un être humain responsable. Et ça, c'est le contraire de ce que beaucoup de gens sont traités pendant leurs premiers 20 ans dans leur famille, dans l'école, dans l'apprentissage ou dans le gymnase. Et à cause, après, il ne faut pas être vexé qu'ils ne sont pas responsables parce qu'ils n'étaient pas jamais traités comme responsables. Et la deuxième chose, je trouve le message le plus important que c'est
peut-être il faut remplacer le terme utopie, ce que Sartre a fait avec projet. Mais il faut être conscient que les projets ne sont pas livrés par les autres. Il faut proposer et développer soi-même et entrer en débat sur ces projets. Et autrement, parce que sans ça, sans cet engagement personnel, individuel, avec les gens qui partagent peut-être une opinion similaire, on ne va pas changer ou améliorer. Parce que les autres ne vont pas faire ce que nous devons faire. Merci Andras. Je ne sais pas si Marie-Luce voulait, disons, tirer quelques, ou tu me laisses les tirer. D'accord, merci. Voilà, je vais essayer de tirer quelques éléments de ce débat. D'abord pour dire qu'il y avait deux types de réflexion en quelque sorte, qui est d'une part des instruments, enfin, ce qui est le plus facile peut-être, c'est des instruments pour revitaliser ou pour redonner un peu de vigueur à la démocratie pour que les gens s'en emparent davantage et que il y ait aussi ce retour à la confiance et surtout à la confiance dans la capacité des politiques à résoudre les problèmes. Ça, c'est disons, c'est au niveau des instruments. Et la deuxième chose qui est très différente, c'est évidemment, on a beaucoup parlé d'utopie. Alors, remplaçons par projet, parce que depuis 68, le terme d'utopie est banni de la politique. Il y avait un chancelier allemand qui avait dit lorsqu'on me demande d'avoir des visions sur l'avenir, je vais chez l'opticien. Donc c'est pour dire que on se méfie en politique un peu des utopies, mais parlons de projets qui, finalement, le projet Canton du Jura, qui a mobilisé des gens, qui a donné un sens au combat politique et qui a permis justement d'avoir une constitution, et je le dis toujours, une constitution jurassienne qui ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, qui serait beaucoup plus conservatrice. On le voit aujourd'hui avec un retour en arrière sur un certain nombre de droits. S'il n'y avait pas eu ce combat identitaire au début, et puis ensuite l'utopie, je reprends le terme là, l'utopie d'un canton du Jura. Et donc, dans ces grandes, disons, idées de projet, je retiendrai d'une part, ce qu'a dit Marie, qui a dit, il faudrait que ce canton soit leader dans un domaine, aussi minuscule soit-il, mais être leader, par exemple, elle a parlé d'économie participative ou voilà, et être leader quelque part, être le meilleur dans un domaine, ou en tout cas se distinguer par cette capacité dans un domaine de maîtriser quelque chose de très simple. Et donc d'avoir quelque chose qui puisse mobiliser autour de la population, ou en tout cas un certain nombre de citoyens. Ensuite, si je reprends ce qu'a dit Anaël, qui a beaucoup insisté sur, disons, le pluralisme, le respect et l'éducation, la formation au pluralisme, ça c'était aussi quelque chose qui pourrait être aussi une des caractéristiques disons, de la formation de l'école jurassienne, dans le sens où, par exemple, nous sommes en Suisse, en tout cas, avec la maturité bilingue, nous avons une capacité d'ouverture, nous avons eu aussi, nous nous sommes distingués, ce canton s'est distingué avec la maturité bilingue, qui est une excellente chose. Et donc, aujourd'hui, il s'agirait aussi peut-être d'avoir dans l'école, une école beaucoup plus ouverte sur le pluralisme, pas uniquement entre gauche et droite, mais aussi sur l'ouverture aux autres cultures, aux autres modes de pensée. Je dirais aussi pour reprendre des instruments, on a parlé du numérique. Là, c'est un instrument à manier avec précaution, dans le sens où c'est une aide, disons, au débat, ça peut être une aide au dialogue, mais ça peut être aussi, disons, une manipulation des opinions, ou le fait
stocker, d'encadrer les gens dans leurs échanges. Et donc là, il faut à la fois des garde-fous au niveau international, Marie l'a signalé, mais peut-être aussi au niveau national. Ensuite, je dirais sur les instruments, il y avait non, je vais revenir sur le fond aussi. Est-ce qu'il ne serait pas profitable aujourd'hui puisqu'on doit modifier un peu la Constitution pour accueillir Moutier, est-ce que ce serait pas l'occasion de lancer un débat plus général sur le mode de fonctionnement du canton, sur son organisation et peut-être aussi sur le contrat social que le canton passe avec les citoyennes et citoyens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce que les citoyennes et citoyens attendent de nous, de clarifier, parce qu'on a le sentiment, ça a été dit par Andreas, que finalement on attend beaucoup trop de l'État et on l'a vu ici, les citoyens attendent tout de l'État. Et donc là, peut-être que un débat sur une nouvelle constitution permettrait de ce nouveau contrat social et donc de faire qu'il y a une adhésion beaucoup plus profonde de la part des gens. Et puis, sur les instruments, je vois cette réforme de l'espace public dont plusieurs ont parlé, c'est-à-dire de retrouver un lieu physique où les gens parlent. Alors là, il y a cette idée intéressante, mais qui, à mon avis, mériterait d'être développée par Andreas de manière plus concrète, de maison de la démocratie. Je rappelle, cela dit, que pour les 25 ans de la création du canton du Jura, un ancien conseiller national, son prénom Pierre Gassman, j'ai eu ce projet sous les yeux, avait proposé lui aussi déjà une maison de la démocratie à Delémont, qui aurait été à la fois un lieu où on recense un certain nombre d'informations, mais aussi un lieu de débat et un lieu où on peut rencontrer des gens d'autres cultures, par exemple, pourquoi pas faire venir des Chafouzois, c'était une de ses idées, pour comparer nos systèmes administratifs entre le canton du Jura et Chafouze, par exemple, deux cantons en population à peu près identiques, mais avec évidemment des philosophies de l'État très différentes. Voilà, ça c'était une idée en tout cas qui pourrait être recreusée. Et puis il y avait évidemment toute l'utilisation, notamment d'une plateforme publique qui permettrait des échanges par numérique. Et puis je retiens aussi et surtout, j'ai un certain attachement pour l'initiative service public, service citoyen, pardon, de Noémie, parce que j'y vois, malgré les problèmes que cela peut avoir, j'y vois aussi la possibilité pour les communes, par exemple, de retrouver. Je vois la difficulté dans ma commune, mais parfois ça se fait sur un petit chantier. Par exemple, on avait plantation d'arbres dans le petit vallon de Calabrie. Eh bien, là, on sent que les gens ont envie de se retrouver, de planter des arbres. Ça, c'est quelque chose de tout simple, mais qui permet de remettre du liant dans nos sociétés. Et puis, il y a toutes les expériences je dirais, de démocratie participative. Dans ma commune, on l'avait pratiqué à 3 reprises, qui est des cafés participatifs, simplement autour d'une thématique très précise. Et, par exemple sur l'organisation des places de jeu, sur le problème de la fusion avec Porrentruy, qui a échoué, vous l'avez vu. Et voilà. Mais donc en fait, je crois avoir dressé quelques pistes, mais comme tout a été enregistré, je pense que les organisateurs remettront un peu de l'ordre dans nos idées. Je vous remercie. En tout cas, ce débat était intéressant. Et puis, je retrouve un peu, pour moi qui ai vécu cette période-là, ce qui s'était passé avant la création du canton du Jura, où nous avions des débats avec à la fois des poètes comme Jean Cutat, mais aussi des
des hommes politiques comme Jean Ziegler, et nous avions eu ces débats pour l'équipe de jeunes, c'était autour du Bélier, évidemment, de l'époque, mais il y avait l'idée que si on crée un canton du Jura, il faut pas que ce soit un canton comme les autres. Et je le regrette un peu, mais aujourd'hui, nous sommes devenus un canton comme les autres, hélas. Merci.